Il existe un thème récurrent dans l'histoire spirituelle de l'Orient qui est rarement abordé de manière directe. Toutes les portes ne doivent pas être ouvertes dès qu'elles sont trouvées. Dans le taoïsme, cela apparaît comme le principe du moment opportun, où même la vertu, lorsqu'elle est anticipée, engendre le désordre. La Kundalini appartient à cette catégorie de forces qui ne répondent pas à la curiosité, mais à la maturité structurelle. Le problème n'est pas de la rechercher, mais de la rechercher trop tôt. Lorsque quelque chose d'irréversible est initié avant la consolidation de l'axe interne, il n'y a pas de retour à l'état antérieur. Il s'agit d'un avertissement technique et non symbolique. L'ignorer a des conséquences mesurables sur le corps et le psychisme. Dans le langage taoïste, l'énergie n'est pas quelque chose que l'on pousse, mais quelque chose que l'on laisse circuler lorsque le champ est vide d'obstacles. L'erreur moderne consiste à confondre intensité et progrès. La force ne remplace pas l'alignement. Un système encore fragmenté sur le plan émotionnel ne peut soutenir l'expansion sans s'effondrer de l'intérieur. Le Tao n'accélère pas les processus, il les fait mûrir. Lorsque ce principe est ignoré, les pratiques spirituelles produisent des symptômes plutôt que de l'intégration. Ce que beaucoup appellent l'éveil est en fait une perte de centre. Et perdre son centre n'a jamais été un signe de sagesse dans aucune tradition sérieuse. C'est là que naît la raison d'être du canal Solstice. Non pas comme un espace de stimulation mystique ou de promesse de transcendance rapide, mais comme un lieu d'étude, de clarté et de responsabilité conceptuelle. Solstice existe pour réorganiser le langage, démanteler les romantisations et redonner de la précision à des thèmes qui ont été dilués par une simplification excessive. Ici, la spiritualité est traitée comme une structure et non comme une échappatoire. L'objectif n'est pas de comprendre les processus. On n'apprend pas à quelqu'un à traverser une rivière en crue en l'encourageant à sauter. On lui apprend d'abord à lire le courant. C'est l'axe central de la chaîne. Un symbole quotidien aide à comprendre cet avertissement de manière concrète. Brancher un équipement à haute tension sur un réseau électrique instable n'accélère pas son fonctionnement, cela brûle le système. La Kundalini fonctionne selon la même logique. Elle ne vous demande pas si vous le souhaitez, elle répond si vous le soutenez. Un éveil prématuré ne génère pas l'illumination, mais une surcharge. Et la surcharge n'élargit pas la conscience, elle ne fait que fragmenter l'attention. Ce contenu s'adresse à ceux qui étudient, pratiquent ou sentent que quelque chose doit être réorganisé avant d'être élargi. Le gain n'est pas l'extase, mais une profonde stabilité. La philosophie taoïste a toujours enseigné qu'un vide bien structuré est plus puissant qu'un plein instable. La préparation n'est pas une attente passive, c'est un raffinement silencieux. Avant l'ascension vient le nettoyage, avant l'expansion vient la retenue. Ce principe traverse l'alchimie interne, la médecine traditionnelle et la psychologie profonde. Lorsqu'il est ignoré, l'énergie monte par des voies latérales, intensifiant les conflits internes. Lorsqu'il est respecté, il s'organise naturellement autour de l'axe central. Aucune technique ne peut remplacer cette préparation. Il n'y a que des conséquences différentes. C'est pourquoi ce matériel n'est ni motivant ni subjectif. Il est didactique, conceptuel et intentionnellement sobre. L'objectif ici est d'offrir une référence, pas une stimulation. Chaque thème abordé dans Solstice part du même principe. D'abord la structure, puis le flux. La spiritualité qui ne passe pas par le corps et la psyché intégrée produit une illusion. Si ce type d'approche contribue à votre compréhension et à votre organisation interne, l'inscription à la chaîne et le « j'aime » sur la vidéo aident à maintenir ce matériel accessible et continu. Comme le principe du Tao, ce qui est soutenu avec constance trouve son chemin. Ici, chaque contenu est pensé comme faisant partie d'un ensemble plus vaste d'études. Rien n'est isolé, rien n'est fortuit. Rester est un choix conscient. Et la conscience, comme toujours, commence par la façon dont vous dirigez votre attention. Au début du XXe siècle, Carl Gustav Jung recevait dans son cabinet des personnes qui rapportaient des phénomènes internes intenses après avoir pratiqué des rituels spirituels orientaux mal compris, ce qu'il consignait avec beaucoup de soin dans ses séminaires privés.
Ces individus ne recherchaient pas la transcendance, mais le sens, et ont trouvé une profonde désorganisation psychique. Jung a observé que des symboles archaïques émergeaient sans intégration, générant anxiété, insomnie et perte de référence du moi. Il n'interprétait pas cela comme une illumination, mais comme l'activation de contenus auxquels le psychisme n'était pas préparé. Le fait historique pertinent est que Jung a explicitement averti ses élèves de ne pas importer des techniques orientales sans structure symbolique correspondante. Cet avertissement n'était pas culturel, il était fonctionnel. Quelque chose était en train de s'éveiller avant que la base ne soit consolidée. Des décennies plus tôt, dans l'Inde coloniale, des rapports similaires sont apparus dans les registres médicaux britanniques concernant des pratiquants de yoga soumis à des techniques respiratoires intensives. Les symptômes décrits comprenaient des dépressions nerveuses, des épisodes dissociatifs et des états prolongés de confusion mentale. Ces documents ne parlaient pas de spiritualité, mais de dysfonctionnement du système nerveux. Le point critique n'était pas la pratique en soi, mais le contexte et le manque de préparation. Ce que l'on observe dans ces rapports, c'est un schéma récurrent. L'énergie mobilisée sans axe génère de l'instabilité. La tradition orale indienne l'a toujours su, mais cette connaissance a rarement été traduite de manière responsable en Occident. Il en a résulté une pratique fragmentée et dangereuse. L'histoire le montre clairement. Dans la tradition taoïste elle-même, il existe des témoignages de pratiquants qui sont tombés malades en essayant d'accélérer l'alchimie interne sans avoir terminé les phases initiales. Les textes classiques décrivent cette erreur comme un feu sans récipient, un avertissement direct et pragmatique. Lorsque le corps et l'esprit n'ont pas été raffinés, l'énergie revient sous forme de perturbation. Ces récits ne sont pas métaphoriques, ils sont observationnels. Ils décrivent des symptômes, pas des visions. Le taoïsme n'a jamais séparé l'énergie de la physiologie. C'est pourquoi il a toujours insisté sur des étapes silencieuses et apparemment simples. Ignorer ces étapes a toujours produit le même effet à travers l'histoire. La récurrence de l'erreur est la donnée la plus instructive. Ce qui rend ces événements encore plus pertinents, c'est la similitude entre des cultures distinctes qui n'ont jamais dialogué entre elles. L'Inde, la Chine et l'Europe sont arrivés aux mêmes conclusions par des voies différentes. Lorsque quelque chose d'interne est activé avant la consolidation de l'axe psychique, le système entre en conflit avec lui-même. Il ne s'agit pas de croyance, mais de fonctionnement. La mémoire historique sert ici de carte d'avertissement. Elle montre ce qui se passe lorsque l'on confond profondeur et intensité. Ce qui croit trop vite perd son soutien. Ce schéma s'applique non seulement à la spiritualité, mais à tout système complexe. La cohérence précède toujours l'expansion. Il y a un détail commun à ces récits qui passe souvent inaperçu. Tous décrivent des personnes intelligentes, disciplinées et sincères dans leur quête. Le problème n'a jamais été l'intention, mais la structure. La bonne volonté ne remplace pas la préparation. Des connaissances fragmentées ne soutiennent pas des processus irréversibles. L'histoire ne condamne pas la quête spirituelle, elle corrige la méthode. Lorsque l'on ignore cet apprentissage accumulé, on répète l'erreur comme si elle était nouvelle. L'étude sérieuse existe précisément pour interrompre ce cycle. Elle ne promet pas d'expérience, elle offre une compréhension. Et la compréhension réduit le risque. C'est pourquoi introduire le thème de la Kundalini exige une responsabilité narrative et technique. Il ne s'agit pas de créer des attentes, mais d'établir un contexte. Le passé montre que les forces internes profondes répondent à la maturité du système, et non au désir. Là où il y a précipitation, il y a rupture. Là où il y a préparation, il y a continuité. Ce principe n'appartient pas à une tradition spécifique. Il traverse toutes les traditions. La fonction de ce contenu est de reformuler cette vérité dans un langage clair et vérifiable, sans mysticisme excessif, sans nier l'expérience humaine, seulement la structure. Au fur et à mesure que la vidéo avance, ces couches historiques et conceptuelles se connectent pour former une compréhension plus stable du sujet. La compréhension se construit comme un axe et non comme un impact isolé. En continuant à suivre, cet axe se consolide progressivement. Il n'y a pas d'urgence, il y a une progression.
et une progression consciente commence toujours par la continuité de l'attention. Lorsque l'on observe la pratique contemporaine, il apparaît clairement que les tentatives alternatives pour gérer la surcharge énergétique ont tendance à aggraver le problème. Les techniques de suppression émotionnelle, de spiritualisation forcée ou de rationalisation excessive ne créent que des contraintes artificielles. Le système n'intègre pas ce qui a été activé. Il ne fait que repousser les effets vers des couches plus profondes. Cela se manifeste par une anxiété persistante, une fatigue inexplicable ou une perte de clarté cognitive. L'erreur structurelle de ces approches est de traiter le symptôme comme s'il s'agissait de la cause. Plus on tente de contrôler le processus, plus il échappe à la régulation naturelle. Il en résulte un cycle de correction qui ne se stabilise jamais. Une autre stratégie courante consiste à rechercher des pratiques de plus en plus intenses pour résoudre le déséquilibre créé. Ce mouvement renforce les schémas mentaux d'urgence et de dépendance à la stimulation. D'un point de vue neurophysiologique, cela maintient le système nerveux dans un état d'hyperactivation. La promesse implicite est que plus d'énergie apportera une résolution, alors qu'en réalité, cela amplifie le bruit interne. L'expérience montre que l'intensité sans structure augmente la fragmentation de l'attention. Aucune réorganisation n'est possible tant que l'axe reste instable. Une mauvaise méthode produit des effets secondaires prévisibles et cumulatifs. Répéter l'erreur ne la transforme pas en solution. La bonne pratique pour commencer part d'un principe simple et vérifiable, stabiliser avant d'expanser. Cela se traduit par des techniques de régulation du système nerveux autonome, largement étudiées par les neurosciences. L'objectif n'est pas de mobiliser l'énergie, mais de réduire la variabilité chaotique et de restaurer la cohérence interne. Les exercices de respiration douce, d'attention corporelle et d'observation neutre des états mentaux agissent directement sur le nerf vague. Ce processus diminue l'hyperexcitation et augmente la capacité d'autorégulation. L'objectif initial n'est pas d'éveiller quoi que ce soit, mais de créer un champ stable. Sans stabilité, tout progrès est illusoire. La pratique consiste, en termes simples, à interrompre volontairement les schémas automatiques d'excitation et de contrôle. Elle commence par la posture, car le corps organise l'esprit avant toute intention consciente. S'asseoir avec la colonne vertébrale droite, sans raideur, crée un alignement mécanique et signale la sécurité au système nerveux. Les pieds doivent être appuyés ou le corps bien soutenu, en évitant toute tension inutile. La respiration n'est pas manipulée, seulement observée, car forcer le rythme respiratoire maintient le schéma de contrôle. Ce détail est crucial. Observer sans intervenir brise l'habitude mentale de vouloir diriger le processus. Le corps apprend qu'il n'a pas besoin de réagir. Ensuite, l'attention est dirigée vers des sensations physiques concrètes, telles que le poids, la température et le contact. Cela ancre la perception dans le présent et réduit l'activité excessive des zones cérébrales liées à l'anticipation et à l'anxiété. Lorsque des pensées surgissent, elles ne sont ni analysées ni écartées, mais simplement reconnues comme des événements transitoires. Cette attitude réorganise la relation avec le contenu mental en diminuant sa charge émotionnelle. Sur le plan neurophysiologique, ce processus renforce la communication entre les régions régulatrices du cerveau. Le système cesse de fonctionner en mode réactif et passe en mode observationnel. C'est le premier signe d'une véritable réorganisation. La durée de la pratique doit être suffisante pour permettre l'adaptation, et non l'épuisement. Commencer par 10 à 15 minutes par jour convient à la plupart des gens. La régularité est plus importante que la durée, car le système apprend par répétition prévisible. Les pratiques sporadiques n'ont pas d'effet structurel. Au fil des semaines, il est courant de constater une réduction de l'impulsivité émotionnelle et une plus grande clarté perceptive. Ces effets ne sont pas des états modifiés, mais des ajustements fonctionnels. Ils indiquent que l'axe interne commence à se consolider. Sans cet axe, toute énergie supplémentaire ne fait qu'amplifier le bruit. D'un point de vue pratique, cela signifie consacrer du temps chaque jour à des pratiques simples et répétitives de présence corporelle. S'asseoir avec la colonne vertébrale droite, maintenir une respiration naturelle et observer les sensations sans interférence active
réorganise l'axe perceptif. Cette pratique brise le schéma mental de contrôle et d'attente d'un résultat immédiat. Au fil du temps, le cerveau apprend à fonctionner dans un état de plus grande cohérence. Des études montrent que cette approche améliore l'intégration entre le cortex préfrontal et les systèmes limbiques. Cela se traduit par une plus grande clarté émotionnelle et une réduction de l'impulsivité. Le système commence à soutenir des états plus larges sans s'effondrer. Cette pratique fonctionne parce qu'elle respecte la hiérarchie fonctionnelle de l'organisme. On régule d'abord le corps, puis l'esprit, et ce n'est qu'alors que des processus plus subtils trouvent un passage sûr. Il n'y a pas de conflit entre la science et la tradition sur ce point, seulement une convergence. La stabilité physiologique crée les conditions d'une réorganisation psychique. Lorsque cela se produit, l'énergie n'a pas besoin d'être forcée, elle se distribue efficacement. L'expérience subjective change sans rupture. Le gain n'est pas l'euphorie, c'est la cohérence interne. Et la cohérence est le véritable critère de progrès. Cette pratique est recommandée pour ceux qui perçoivent des signes de surcharge, de confusion interne ou d'instabilité émotionnelle associés à des recherches spirituelles. Elle ne remplace pas d'autres voies, mais établit une base commune pour tout approfondissement futur. La raison est simple. Les systèmes complexes n'évoluent que lorsque leurs fondations sont intactes. Ignorer cette étape prolonge le problème. L'intégrer réduit les risques et augmente l'autonomie. La pratique ne promet pas de raccourci, elle offre un soutien. Le soutien transforme les processus irréversibles en trajectoires intégrées. Pour consolider cet engagement, une action simple renforce l'intention de réorganisation. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de structurer avant d'étendre » afin d'affirmer publiquement un principe fonctionnel. Cette affirmation n'est pas symbolique. Elle oriente l'attention et le comportement. Commenter cette phrase est le premier geste concret dans cette direction. L'analyse de l'éveil de la Kundalini exige d'abandonner la lecture mystique superficielle et de comprendre le phénomène comme un processus de réorganisation profonde de la conscience, du système nerveux et de l'identité psychologique. En termes fonctionnels, il s'agit d'une redistribution de l'énergie psychique qui modifie la façon dont l'individu perçoit, régule et intègre sa propre expérience. La tradition a toujours considéré ce processus comme irréversible, car il modifie des structures internes et non pas seulement des états temporaires. Une fois réorganisé, le système ne revient pas à son mode de fonctionnement antérieur. Le problème survient lorsque cette réorganisation se produit avant que les bases émotionnelles et cognitives ne soient consolidées. L'énergie ne trouve pas de canaux stables et se manifeste alors sous forme d'excès. Cet excès est interprété à tort comme une expansion spirituelle. En psychologie, en particulier dans l'approche jungienne, ce phénomène s'apparente à l'activation de contenus archétypaux sans médiation adéquate de l'ego. Lorsque des symboles primitifs émergent sans structure symbolique intégrée, la psyché entre dans un état d'inflation ou de fragmentation. L'ego perd sa fonction régulatrice et l'individu est traversé par des contenus qu'il ne parvient pas à métaboliser. Cela ne représente pas un élargissement de la conscience, mais une perte de hiérarchie interne. Le travail psychologique sérieux a toujours insisté sur la nécessité de renforcer l'ego avant d'entrer en contact avec les couches profondes de l'inconscient. Ce principe est structurellement identique à la pratique traditionnelle de la Kundalini. Là où il n'y a pas de centre, aucune intégration n'est possible. Le résultat prévisible est une instabilité prolongée. Dans le taoïsme, cette même logique apparaît dans la notion de culture interne progressive et dans le refus explicite de l'accélération. L'énergie vitale, ou qi, ne circule de manière bénéfique que lorsque le corps et l'esprit sont libérés de tensions inutiles. Forcer la circulation avant la purification génère des blocages et des reflux. L'alchimie interne taoïste décrit cette erreur comme une inversion du processus naturel. Il faut d'abord stabiliser le jing, puis raffiner le qi, et ce n'est qu'alors que le chêne peut s'étendre. Cette séquence n'est pas morale, elle est fonctionnelle. L'ignorer entraîne des perturbations physiques et émotionnelles. La tradition a toujours été claire sur ce point. Dans le bouddhisme, bien que le langage soit différent, le principe reste le même. Les états de conscience élevés sans base éthique, attentionnelle et corporelle produisent illusion et souffrance.
La pratique de la pleine conscience ne recherche pas des expériences intenses, mais une clarté continue. Lorsque l'esprit n'est pas entraîné à observer sans s'identifier, toute expansion perceptive se transforme en attachement ou en aversion. Le bouddhisme traite cela comme une erreur de cheminement, et non comme un progrès. La stabilité de l'attention précède toute intuition profonde. Sans cette stabilité, l'expérience devient confuse et désorganisatrice. La méthode a toujours donné la priorité à la préparation silencieuse. L'application pratique, discutée précédemment, s'inscrit exactement dans ce point de convergence entre la psychologie et la spiritualité. Réguler le système nerveux, stabiliser l'attention et réorganiser la relation avec le corps crée les conditions minimales pour que tout processus irréversible se déroule sans dommage. D'un point de vue psychologique, cela renforce les fonctions régulatrices et réduit l'impulsivité. D'un point de vue énergétique, cela crée un champ plus cohésif et moins réactif. Il ne s'agit pas de bloquer des processus profonds, mais de créer un réceptacle approprié. L'énergie sans réceptacle se disperse toujours. Un réceptacle sans énergie reste stérile. L'équilibre entre les deux est le véritable critère. Par conséquent, comprendre le thème de la Kundalini de manière conceptuelle exige de reconnaître que l'éveil n'est pas un événement isolé, mais une réorganisation progressive de l'ensemble du système humain. La psychologie et la spiritualité convergent en affirmant que l'intégration précède l'expansion. Là où il y a précipitation, il y a rupture. Là où il y a préparation, il y a continuité. Cette analyse ne vise pas à décourager le cheminement, mais à le replacer sur des bases vérifiables. Le véritable progrès est silencieux, stable et cumulatif. Il n'a pas besoin d'être prouvé, seulement soutenu. Et c'est précisément ce soutien qui différencie la transformation réelle de l'effondrement déguisé en illumination. Si une force irréversible frappe à la porte de la conscience, la question taoïste n'est pas de savoir comment l'ouvrir, mais si la maison est prête à la recevoir. Le Tao ne pose jamais de questions sur le désir, seulement sur l'alignement. Ce qui mûrit au bon moment n'a pas besoin d'être forcé. Ce qui arrive avant l'heure exige un paiement ultérieur. Peut-être que le véritable apprentissage ici ne concerne pas l'énergie, mais le rythme. Le rythme interne est la sagesse dans son état appliqué. Lorsque le rythme est respecté, rien n'est perdu. Lorsqu'il est ignoré, même le gain a un prix. En suivant ce parcours, quelque chose se réorganise silencieusement. Non pas parce que de nouvelles informations ont été ajoutées, mais parce que les anciennes confusions ont commencé à se dissoudre. La clarté n'apparaît pas comme une réponse, mais comme un espace. Cet espace permet à chaque concept de trouver sa place sans conflit. Le bénéfice n'est pas une conclusion, c'est une orientation interne plus stable. Ce qui semblait urgent auparavant se présente désormais comme progressif. Et le progressif, lorsqu'il est soutenu, transforme plus que l'impact. C'est un gain qui ne s'annonce pas, mais qui se reconnaît simplement. Dans la tradition taoïste, l'épiphanie vient rarement comme une révélation soudaine. Elle survient comme un ajustement subtil, presque imperceptible. Quelque chose s'emboîte et, à partir de là, l'effort diminue. Le chemin ne devient pas plus court, il devient plus habitable. Lorsque la compréhension mûrit, le silence cesse d'être vide et devient fertile. Cette fertilité n'exige pas d'expression immédiate. Elle soutient simplement. Et soutenir est une forme élevée de connaissance. Peut-être que la question qui reste n'est pas sur la Kundalini, la pratique ou la préparation. Peut-être est-elle plus simple et plus profonde. Qu'est-ce qui en vous demande une accélération et qu'est-ce qui demande une maturation? Où y a-t-il suffisamment de silence pour entendre cette différence? Le Tao ne répond pas avec des mots, il répond avec des conséquences. Observer ces conséquences avec honnêteté fait déjà partie du chemin. Rien ne doit être décidé maintenant. Il suffit de voir. Si une phrase, une idée ou une pause de ce contenu a résonné, il vaut la peine de la laisser résonner avant de la traduire en action. Partager des expériences, lorsqu'il est fait avec sobriété, est également une forme d'intégration. Lire le parcours des autres aide à reconnaître le sien. Les commentaires créent des miroirs.
pas des consensus. Et les miroirs élargissent la conscience lorsqu'ils sont utilisés avec soin. L'échange, ici, est le prolongement de l'étude. Le parcours proposé sur ce canal ne promet pas d'aboutir, mais seulement la poursuite de la recherche. Continuer à suivre n'est pas tant apprendre quelque chose de nouveau que d'approfondir son regard. Entre un contenu et un autre, l'invitation reste silencieuse. S'observer sans précipitation, pratiquer sans spectacle, mûrir sans annonce. Si cela a du sens, rester à proximité fait partie de ce mouvement naturel. Et chaque expérience partagée ajoute de la densité à ce champ commun d'exploration.